Bonsoir. Alors, pour cette séance, je vais continuer dans ce que nous disions à propos du métier de caïd, mais là, par rapport à certaines de ses compétences sur le terrain et dans la manière dont il organise en principe son administration. Et puis ensuite, nous allons passer à un volet important pour corroborer justement ce qui va être dit tout de suite. Alors c'est dans le paragraphe 38, en page 128, le 29 octobre 2008 à 16h19. Paragraphe 38, donc, les arrondissements populaires. Le caïd est OPJ, c'est-à-dire officier de police judiciaire. Cependant, combien sont-ils ces caïds qui utilisent cette prérogative pour participer à la sérénité générale dans le pays et au maintien de la sécurité publique? Ceci donc était une question qui m'avait été posée, d'ailleurs je le mentionne ici. Je veux bien revenir sur la question du statut, etc., suite à une question d'un lecteur. Bon. Le caïd est OPJ, c'est-à-dire officier de police judiciaire. Donc, je réponds là à une question. Cependant, combien sont-ils ces caïds qui utilisent cette prérogative pour participer à la sérénité générale dans le pays et au maintien de la sécurité publique? Les caïds savent-ils rédiger un PV à l'intention du procureur du roi? Dispose-t-il des registres de la garde à vue, ce dont on parlait pendant notre séance, et savent-ils tenir un tel registre? Affirmatif. Un registre de la garde à vue, ce n'est pas la mer à boire. Un registre intact ou un cahier de 200 pages qu'on adresse au tribunal de première instance avec une demande. Dès que ce registre est paraphé par les soins du parquet, signé par le procureur du roi, il est opérationnel. Bien. À la question si les caïdas disposent de cellules réglementaires pour y placer les délinquants, les accusés, les présumés innocents, etc., la réponse est non, en général, oui. Mais en fait, la garde à vue n'est censée que maintenir à vue un accusé pour les besoins d'une enquête. En matière de conflit entre voisins et des tout petits délits, on ne peut pas invoquer l'absence de cellules réglementaires pour ne pas faire son travail, pour ne pas s'acquitter de sa tâche. Un caïd a juste besoin de convoquer à son bureau un présumé petit délinquant ou un témoin et lui poser les bonnes questions pour se faire une idée sur la façon de résoudre une intrigue. Les caïds sont très bien formés à cette fin. Et j'en sais quelque chose quand même. Là encore, aucun caïd ne pourra prétendre que les gens ne répondent pas à ces convocations et que par conséquent cela reste l'affaire de la police criminelle, etc., etc. Négatif. On n'a pas besoin de renvoyer un habitant qui se plaint du comportement incivique d'un voisin chez le commissaire de police, qui est déjà assez débordé d'affaires beaucoup plus graves et d'énormément de travail en matière criminelle. Pour ceux qui refusent de répondre à une convocation du caïd, la solution est toute simple. Un simple PV adressé au juge communal et d'arrondissement, les tribunaux communaux et d'arrondissement, ce sont ces tribunaux qui statuent pour les montants entre moins de 1000 dirhams et exceptionnellement à hauteur de 2000 dirhams. Et je pense que maintenant il y a Non, enfin bref, on en reparlera plus tard. Un simple PV adressé au juge communal et d'arrondissement qui se fera une joie de prononcer en moins de 48 heures une taxe à l'encontre du contrevenant et le tour sera joué. En cas de récidive, le caïd et le juge communal pourront récidiver aussi, et la taxe sera plus lourde. Un caïd qui veut se faire respecter dans le cadre de la loi a juste besoin d'être méthodique et patient. Et bien évidemment, juste. Bien. Parmi les causes aggravantes de la tension populaire se trouvent les tout petits conflits entre habitants ou entre commerçants,
d'un même quartier. À l'origine de ce genre de conflit, la simple jalousie dirigée contre la réussite des uns des autres, certaines incompatibilités de caractère, les petits malentendus, l'ignorance de la loi, etc. Le caïd a un rôle essentiellement préventif en matière de délits à venir. Il lui suffit à cette fin de s'investir dans son rôle de sensibilisateur et d'arbitre. Lorsque deux citoyens s'engagent à accepter l'arbitrage d'un caïd pour résoudre leurs malentendus, c'est que ce dernier est compétent. Bien évidemment, il ne s'agira pas de décevoir les citoyens en question. Et cela en prenant tout le temps nécessaire pour le règlement des conflits, en multipliant les séances de tentatives de réconciliation s'il le faut. La résolution de chaque petit ou grand conflit entre deux citoyens d'un même quartier est censée être une noble cause à gagner absolument par le caïd. Il faut aimer son métier. Combien sont-ils ces caïds qui tiennent un registre des plaintes paraphées par leurs propres soins? Un simple cahier de 200 pages pour mentionner la date du dépôt de la plainte, écrite ou orale, sa nature, les parties en conflit, les dates des convocations, les séances tenues, les mesures décidées et les solutions trouvées éventuellement. Un plaignant a-t-il droit à un reçu de dépôt de plainte? Affirmatif. D'autant plus que c'est là un acte qui permet au caïd de prouver sa compétence, son assurance, sa bonne foi et la maîtrise de ses services. Un bon caïd est un caïd brave, qui n'a peur ni des plaintes ni des problèmes. Au contraire, il les affronte et les dénoue selon le bon sens et un esprit élevé de l'équité. Bien sûr, je pourrais étayer par une infinité d'exemples concrets, etc. Mais on verra bien plus tard. Que dire d'un caïd qui refuse de recevoir, par exemple, la plainte d'un commerçant dont le voisin l'empêche d'exercer son commerce, sans même essayer d'apaiser les tensions entre concitoyens, en usant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi? Là, je suis navré d'avoir à dire que je ne suis pas là pour juger les gens. J'ai bien voulu apporter quelques éclaircissements d'ordre général que tout un chacun d'assez expérimenté dans la vie aurait pu faire. Et je m'excuse d'ailleurs pour toute la franchise dont j'ai été l'auteur à ce sujet. Mais j'arrête là sur cette question. Bon, ça c'était donc le 29 octobre 2008. Mais si c'est pour aider les jeunes, ce sera avec plaisir. Bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, les lauréats de l'école des super caïds, c'est quand même une crème. C'est des gens déjà qui ont déjà réussi dans leur cursus scolaire. Et donc d'ailleurs, ils accèdent à l'école via un concours strict, très strict quand même. Et donc si nous voulions essayer de savoir comment est-ce que cette élite ou cette crème est parvenue à l'école des caïds, prête à recevoir un enseignement supérieur ou de perfectionnement, ce n'était en tout cas à l'époque, grâce à l'école privée. Alors là, je suis au paragraphe 6, en marge du discours, dans le chapitre en marge du discours, le paragraphe 6, solidarité journalistique, administrative et politique.
Mais bon, ce n'est pas notre sujet du moment. Je prendrai juste un passage reliant deux volets, mais qui concerne notre sujet du moment. C'est un flashback. Dans le temps, jusqu'au collège, c'est-à-dire au stade du premier cycle de l'enseignement secondaire, la discipline était de rigueur. Étude de cas. Un collège pendant les années 80. Un surveillant général au regard si sévère que l'on disait qu'il faisait trembler les murs lorsqu'il était en colère contre un cancre. J'en ai fait l'expérience aussi. Parce que pour tout vous dire, je parle d'un collège par lequel je suis passé. Donc, je sais ce que je dis très bien ici. Le tabac dans le collège, cela ne faisait partie ni des cauchemars ni des rêves des collégiens, tellement la discipline était stricte. Cela ne faisait partie ni des... oui, voilà. Les pépites, interdiction totale dans l'enceinte du collège, à l'époque, bien sûr. La bonne époque, quand même. Le revers de la médaille, réponse. Le surveillant général, les répétiteurs et même les professeurs étaient capables de corriger des gaillards de 13, 14, 15 et même 16 ans. Et lorsque les parents protestaient, c'était seulement au niveau de la façon d'appliquer les sanctions corporelles et non pas sur l'opportunité ou l'efficacité de la manière éducative en cours. Et oui, c'était comme ça. La discipline devait être instaurée au sein du collège coûte que coûte. Les parents en étaient parfaitement conscients. Résultat, les lauréats du collège public en question ont aujourd'hui non seulement un bon niveau, mais nombreux parmi eux ont réussi sur plusieurs plans à l'échelle nationale et internationale. Grands savants maintenant que nous avons, ces Marocains qui sont à l'extérieur et qui nous honorent. Ils sont lauréats de pareils collèges, l'enseignement public, des années 80. Les lauréats du collège public en question ont aujourd'hui non seulement un bon niveau, mais nombreux parmi eux ont réussi sur plusieurs plans à l'échelle nationale et internationale, dans de nombreuses disciplines. Et dire que le français à l'école publique au Maroc, c'était à partir de la 3e année du primaire, à peine, hein, on commençait le français, l'alphabet, à partir de la 3e année du primaire. Et l'anglais à partir de la seconde, de la 5e année du secondaire. Et pourtant, on trouve des gens qui maîtrisent parfaitement le français et l'anglais d'une manière splendide. Hein. Et côté pédagogie, orientation des élèves, etc., l'on pouvait parfaitement avoir des 16 en mathématiques, des 15 en sciences naturelles, ou même plus, des 20 sur 20 en physique, chimie, et être orienté quand même en lettres modernes, en parfaite contradiction avec le désir des collégiens ou de leurs parents, car à l'époque, le directeur du collège, le surveillant général et les enseignants faisaient leur travail avec beaucoup de dévouement. C'est-à-dire qu'ils pouvaient parfaitement orienter un élève contre son gré en lettres modernes alors qu'il est bon en matière scientifique, mais qui est aussi bon en matière littéraire. Et donc, s'ils sentent ils lui sentent un penchant vers les lettres modernes, le tour est joué, ils ne s'occupent pas de... Enfin. L'idée alors était qu'un élève studieux pouvait parfaitement faire des efforts pour ce qui est des matières scientifiques et obtenir de bons moyens, mais ce que les enseignants ou les encadrants visaient, c'était surtout de savoir quelles étaient les matières dans lesquelles un élève se surpassait, sans faire d'efforts pour autant. Qu'un élève obtienne de bonnes moyennes en langue arabe et en langue française, et aussi en mathématiques par exemple, ne signifiait jamais pour le directeur du collège et son staff que l'élève en question pouvait opter pour une orientation scientifique, juste parce que cela lui permettait de poursuivre son cursus scolaire dans un lycée mixte, chic et à la mode. Seul l'intérêt de l'élève était pris en compte.
l'intérêt général. Par conséquent, un lauréat du collège en question pouvait parfaitement être orienté en lettres modernes, malgré son propre choix et ses bonnes notes en mathématiques, en sciences naturelles et en physique-chimie, pour la simple raison que ses professeurs avaient décelé en lui un don en matière de langue, par exemple. C'est surtout cela qui nous manque aujourd'hui. Le dévouement des enseignants et des encadrants, et des surveillants généraux et des directeurs. Chaque enseignant faisait de la question de l'orientation d'un élève un véritable combat à mener et à gagner, pour le bien de l'élève, pour le bien de l'intérêt général, de la nation. Dans le temps, si relâchement il y avait de la part des élèves, c'était au niveau du lycée. Ce n'était pas très grave, car ces mêmes élèves avaient déjà acquis une bonne base éducative et scientifique au niveau du collège. Aujourd'hui, le relâchement des élèves commence déjà au collège. Cela veut dire que les élèves accèdent au lycée avec un niveau navrant. Si demain le relâchement devient automatique au niveau d'école primaire, ce sera la ruine totale et parfaite de l'enseignement et par conséquent de l'éducation. Conclusion, l'opération sauvetage de l'enseignement est encore parfaitement possible. Bien. Mais à l'époque encore, en 2009 donc, j'avais quand même noté l'éducation, un plan d'urgence, un enseignement préscolaire moderne, enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, égalité des chances, décentralisation et déconcentration de l'enseignement, instauration des valeurs de citoyenneté au sein du corps enseignant et parmi les élèves, etc. Beaucoup de bonnes choses scientifiquement étudiées, justement et opportunément. Et un plan financier clair également peut réussir cette grande entreprise au stade de projet ambitieux, certes, mais parfaitement concevable. Un plan optimiste, une bouffée d'oxygène lorsque l'on sait le degré de décrépitude de l'enseignement ces derniers temps. Et déjà on est en 2009. Un plan qui sera sûrement peut-être objet de discussion dès lors que l'on avancera dans ce complot pacifique contre sous-développement. Un plan prometteur en tout cas, très prometteur, mais auquel manquerait le chapitre discipline sur son volet pratique. Comment instaurer un vrai climat du respect des enseignants, etc. Ici, je dis, bon, chers lecteurs et lectrices, permettez-moi de prolonger exceptionnellement la marge du discours de mon propre chef cette fois-ci. En relisant mes dernières notes, je me suis senti quelque devoir de clarifier quelque peu un mot, l'éducation. Et en échange, je répondrai par la même occasion à quelques-unes de vos questions. Alors, je pense que c'est plus la peine de revenir sur la question de l'enseignement, ni sur la question de la formation des jeunes, CAIF, parce que je pense que j'ai fait un petit peu le tour, et surtout parce qu'il y a tout un tas d'autres sujets que j'aimerais bien échanger avec vous à distance. Bon alors, merci pour votre attention, ce sera tout pour ce soir, et à très bientôt.